Donc c'est quand même un élément assez important qui montre qu'il est observé de longue date, il est suivi de longue date, et je pense qu'à travers les examens des évolutions des tendances fondamentalistes de frères musulmans en Égypte, les Occidentaux et les Européens, les Anglo-Saxons ont appris à connaître les tenants et les aboutissants des frères musulmans, et ils ont compris que finalement, ils ne demandaient pas mieux que de s'intégrer à la vie politique. Ils ne demandaient pas mieux que de participer à la vie politique, assurés qu'ils étaient que, du point de vue des références dans la société, et c'est le propre des sociétés archaïques, traditionnalistes, la société égyptienne et la société algérienne, dans un certain sens, la société algérienne, plus que la société égyptienne, est archaïque. Elle est restée fondamentalement paysanne, fondamentalement. Le phénomène de citadinisation, s'il a grandi urbanistiquement parlant, ne s'est pas développé culturellement. À l'opposé de la Tunisie, qui est véritablement marquée par une culture citadine. Donc ce phénomène d'urbanisation, ce phénomène plutôt de ruralité, d'expression de la culture rurale, montre qu'il est possible de composer avec un mouvement idéologico-religieux qui s'apparenterait dans un moment conjoncturel précis à un radicalisme révolutionnaire, lequel radicalisme révolutionnaire s'éteint ou se relativise ou se calme dans des conjonctures où on lui permet plus ou moins de s'intégrer à la société et de commencer à devenir un composant majoritaire dans la société, parce qu'il est majoritaire, et cela, en tout cas, ça a été perçu sur le plan électoral, et nous avons les résultats des élections des années 90, 91, 92, où nous avons vu véritablement qu'effectivement, qu'il y ait eu des trucages, ou peu importe, mais nous avons vu que le vote islamiste, pas seulement musulman, mais islamiste, était un vote majoritaire dans la société. C'est une caractéristique que personne ne peut dénier. Elle est réelle. Et même la mobilisation. Et la mobilisation. La mobilisation, elle s'est faite plus dans ces partis-là que dans d'autres partis. Bien sûr. Qui revendiquaient la démocratie, mais qui en fait ne sortaient pas, n'allaient pas voter. Bien sûr. Je ne sais pas s'ils n'allaient pas voter, mais peu importe. Toujours est-il que, comme tu disais tout à l'heure, tout à fait de manière pertinente, les résultats sont là. Bon. Donc, ce mouvement Hamas va comprendre, il n'est pas le seul, le mouvement de gauche trotskisant, le PT, suit exactement la même logique. C'est-à-dire l'entrisme, pas l'entrisme dans les partis comme le faisaient les communistes autrefois dans le FLN, mais l'entrisme dans les institutions. Comment gagner les institutions par le vote électoral, d'autant plus qu'il leur était donné la possibilité de travailler au grand jour, d'avoir des locaux, d'avoir des subventions, d'avoir tout un train d'accompagnement, d'insertion dans la vie politique. Et ça a joué beaucoup. Ça a joué tant et si bien que je crois savoir que peut-être Hamas est le seul parti qui n'a pas essuyé véritablement de tentative de coup d'État scientifique. Au contraire, lui-même, il vit actuellement une scission à l'intérieur, il a vécu une déchirure et un redressement, et même la mort oui, justement. C'est-à-dire après la disparition de la figure charismatique. Du cheikh. Après, ce qui s'est passé, ce n'était pas des turbulences de nature d'orientation politique. J'ai l'impression que c'est des questions de leadership. De leadership ou peut-être de participation. Parce que les uns sont... Il y a au moins 3 courants à l'intérieur de Hamas. Oui. Un courant qui préfère le statu quo et continue dans son entrisme vis-à-vis du pouvoir, et qui continue à occuper les sièges aussi bien au sein du Parlement que au sein du gouvernement. Un autre mouvement qui est plutôt d'accord avec cette tendance
mais qui est également d'accord avec la résistance Bain al-Baynain, donc le ni-ni, et un troisième courant qui est minoritaire, mais qui est là aussi, qui exprime son opposition à toute participation avec le pouvoir pour justement essayer de récupérer le parti, de réhabiliter le parti et d'aller dans le sens, j'allais dire, de la population et des militants de base. Bon. C'est intelligent. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Elle est fine. Non. Elle est extrêmement fine. Maintenant, moi je t'ai C'est une stratégie très fine. Maintenant, moi je t'ai posé la question. Moi je ne sais pas si c'est une stratégie très fine ou pas. Je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre. Oui. Nous manquons d'éléments de compréhension, y compris au sein de ces partis-là d'opposition, oui. Enfin, dit d'opposition. Oui. Il y a de l'opacité, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de travail sur le phénomène partisan en Algérie. Nous manquons d'éléments sur ce phénomène-là. Quelle que soit la tendance, nous manquons d'éléments sur le communisme algérien, nous manquons d'éléments sur le nationalisme algérien post-indépendance, nous manquons sur l'islamisme, à part l'islamisme armé, qui lui-même, il faut que je le rappelle ici, l'islamisme armé en Algérie a produit plus de littérature que beaucoup de partis en Algérie. Exact. Ça, je parle du palpable. Oui, bien sûr. La littérature à travers les publications, à travers les interventions, les communications, les conférences, etc. Bon, maintenant, ce que je voulais comprendre, parce que nous sommes dans une phase très cruciale, aussi bien pour la vie politique que pour la vie partisane. Il y a une vie politique générale qui a été complètement mise à l'écart, étouffée. Et il y a les acteurs de la vie publique, les acteurs de la vie, la vie politique. Ces acteurs-là, si on analysait le phénomène islamiste modéré, dit modéré, on comprendra vite que ils sont devenus partenaires permanents du pouvoir depuis 1999. Est-ce qu'à ton avis, c'est par conviction, par choix, ou parce que l'islamisme modéré en Algérie, il a très bien compris la nature du pouvoir, qui est un pouvoir militarisé, un pouvoir politique qui ira tout le temps dans la continuité, hein, c'est-à-dire un pouvoir, un régime périn, et de l'autre côté, ils ont compris que l'enjeu majeur, c'est de se renforcer sur le plan financier, sur le plan matériel, au sein de la société. Parce qu'on voit bien cette alliance au sein du mouvement Hamas, par exemple, entre la religion, le pouvoir politique et l'argent. Comment tu expliques ce phénomène? Il y a trois choses que tu viens de dire. Il y a des trois choses parce qu'effectivement, il y a indiscutablement une recherche d'élargissement de l'assise économique. D'où la préoccupation majeure pour ce parti politique et pour ses adeptes d'essayer de construire un véritable tissu de caractère économique, soit d'entreprises, petites entreprises, de manufacture, d'importation, l'import-export, etc. Donc il y a cet aspect qui fait aussi que il y a une recherche de partenariat. Et je me demande, là aussi, nous manquons malheureusement d'études, tout est à faire chez nous, tout est à faire. Nous manquons d'études concrètes sur les échanges économiques de l'Algérie, par exemple, avec les pays d'Europe. Parce que là, on pourrait découvrir beaucoup de choses sur les flux économiques, sur je crois savoir, je me trompe peut-être, parce que comme il n'y a pas de données, on prête... Mais pour le mouvement islamiste en général... Je parle d'abord de celui-là. Le mouvement islamiste en général, c'est l'Akhtar, et Hamas en particulier. L'argent n'a pas de religion, n'a pas de nationalité. Je te donne un indice de recherche. C'est un indice que j'ai observé moi-même. Dans l'ensemble des gouvernements, et nous restons dans cette période parce que moi je respecte la méthodologie, dans l'ensemble des gouvernements depuis 1999, il y a toujours eu des ministres Hamas. Si on étudie la composante, la nature d'abord des ministères, et puis la composante humaine en matière d'encadrement à l'intérieur de ces ministères, on remarque bien qu'il y a une famille Hamas à l'intérieur de ces ministères. C'est comme si, à l'intérieur du gouvernement, il y a une sorte de partage par portefeuille ministériel par rapport à cette coalition dite
présidentielle. La même chose pour le RND, la même chose pour le FLN, et la même chose pour ceux qui font un travail, en fait, pas pour ces partis-là, mais pour des lobbies, des groupes de pression, et des réseaux au sein du pouvoir, qu'ils soient présidentiels ou de service, militarisés, etc. Est-ce que tu ne penses pas, Billy, la politique de Hamas, parce qu'on étudie Hamas, on peut étudier le RND, bien sûr. Et d'ailleurs, j'invite tous ceux les membres de Hamas, les militants, les cadres, les membres du Majlis al-Shura, les députés, etc., de nous contredire et de nous éclairer sur ce qui se passe à l'intérieur d'un mouvement, mais d'un point de vue purement intellectuel. Bien sûr. On n'est pas là pour critiquer la stratégie partisane d'un parti politique. On est là pour essayer de comprendre. Est-ce que la tactique Hamas n'est pas de faire dans la participation, n'est pas une sorte de tactique participative dans le politique, occuper l'espace, pour ne pas mourir et pour ne pas être marginalisé, et de l'autre côté, utiliser cette même tactique politique de l'entrisme politique à travers l'occupation de portefeuilles, qu'ils soient électoraux, qu'ils soient ministériels, pour justement renforcer la base j'allais dire, des leaders, des chefs, des hommes les plus influents à l'intérieur de Hamas. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un double jeu entre le politique et l'économique? C'est absolument certain. Je vais un peu plus loin dans ce que, et en m'appuyant sur ce que tu viens de dire et qui est très pertinent. Il serait extrêmement intéressant, mais ça c'est aux politologues aussi de faire leur travail, de nous dire à quelle logique obéit le fait de confier un ministère à quelqu'un. Si on suit l'itinéraire des ministres Hamas, quels sont les portefeuilles qu'ils ont occupés et est-ce qu'il y a eu des changements d'une législature à une autre? Prenons le cas par exemple d'Abou Jarrah Sultan. On va le prendre comme exemple d'étude, un cas d'étude, etc. Voilà quelqu'un comme Abou Jarrah Sultani, donc la formation de base, c'est la littérature. La littérature. À l'université de Constantine, il a toujours joint ses études littéraires à son engagement politique à travers ce courant qui s'appelle les frères musulmans, plus tard, parce qu'au départ il n'y était pas. Et de l'autre côté, il a pratiqué la ruqya et tout ce qui touche un petit peu aux techniques de médication traditionnelles, renvoyant à la sunna, renvoyant aux pratiques, etc., avec des méthodes qu'il faudrait peut-être réétudier, parce que pour voir un petit peu les conclusions et les rejets et l'étude, j'allais dire, les techniques j'allais dire, de coup d'État contre les pratiques sataniques au sein de la communauté dite musulmane. قال الجن والشياطين المرأة والشيطان المرأة وكذا إلى آخره ما عليناش. Bon, là c'est Abou Jarrah Sultani qui milite, qui arrive à occuper des postes à l'intérieur de Hamas, qui devient membre du Majlis Shura, qui devient membre du Conseil national, et on peut vérifier les appellations de chaque parti politique, et jusqu'à ce qu'il devienne ministre, et puis premier responsable de Hamas. Le premier poste qu'il avait occupé, et c'était plutôt le poste de la pêche. La pêche à la ligne. Bon, lorsque tu étudies le profil, et lorsque tu étudies le parcours, tu vois que les postes occupés, tu vas me dire que ce sont des postes politiques, ce ne sont pas des postes techniques. Mais lorsqu'on occupe un poste ministériel pêche, ça demande une maîtrise, une technicité, il y a un savoir-faire, une prédisposition pour pouvoir le faire comme quelqu'un qui occupe un poste pour l'industrie ou autre. D'ailleurs, on raconte qu'un ministre qui a occupé le poste de ministre de l'Industrie, le jour où il a été désigné dans le Conseil des ministres, il a trouvé que sur sa pancarte qu'il était ministre de l'Industrie, il s'est adressé comme ça au président, chef de l'État, à l'actuel, lui a dit « Monsieur le Président, apparemment, Bouteflika qui lui répond en lui disant « Donc on voit les choses différemment. Donc lorsqu'on étudie le profil de quelqu'un comme Abou Jarrah Sultani, on constate qu'il a commencé à occuper des postes ministériels
qui ne renvoie pas du tout à son profil de formation, ou de près, ni de près ni de loin, jusqu'à ce qu'il occupe un poste, en fait, sans portefeuille.